Merci beaucoup pour l'organisation de ce séminaire. J'ai lu le programme qui m'a l'air très très intéressant. Alors j'y viens pour la première fois aujourd'hui. J'aurais bien aimé venir avant pour voir un peu comment tout ça s'organisait, mais dans le prolongement d'Edern, je dirais que moi je ne vais pas parler d'une expérience pédagogique particulière et dans le détail de ce que pourrait être une pédagogie républicaine, mais je vais plutôt essayer de m'interroger dans le même état d'esprit, c'est-à-dire un peu workshop, travail en cours dans lequel je suis en ce moment. Je vais essayer de m'interroger sur comment une même philosophie de départ, c'est-à-dire une philosophie de l'école républicaine, une philosophie liée à une conception républicaine de l'école, peut créer au moins deux orientations divergentes et d'une certaine manière entraîner deux visions de l'école républicaine. Je m'attacherai beaucoup à la période révolutionnaire et un peu en amont bien sûr à la philosophie des Lumières. L'idée est d'essayer de réfléchir à une forme de fracture qui a souvent été, je crois, un peu évacuée parce que dans la compréhension récente de la conception républicaine de l'école, t'en as parlé au départ, on a beaucoup insisté, notamment au moment du bicentenaire de la Révolution et après, on a beaucoup insisté sur Condorcet. On a beaucoup insisté sur la philosophie républicaine de l'école de Condorcet, à juste titre, puisque Condorcet, dans l'héritage direct des Lumières, apporte énormément de choses à la réflexion sur l'école pendant la Révolution, mais en même temps, alors on peut penser évidemment aux travaux de Catherine Kinsler, aux travaux de Coutel, aux travaux de tous ceux qui en Angleterre, aux États-Unis et en France ont travaillé sur Condorcet, mais en même temps je crois que ce qu'on n'a pas assez travaillé, il me semble, c'est les oppositions qui étaient propres aux acteurs révolutionnaires essayant de penser la mise en œuvre d'une école républicaine, et évidemment à l'opposition centrale entre Condorcet et les proches de Robespierre. Et c'est un peu à ça que j'aimerais revenir. On a beaucoup longtemps essayé de réfléchir sur éducation, instruction et cette opposition-là. J'aimerais y revenir aussi. Et puis, j'aimerais voir comment on a peut-être là la mise en œuvre, ou en tout cas les débuts derrière la conception de l'école, deux conceptions de la société qui émergent et deux conceptions du républicanisme français, l'un allant vers le républicanisme social et l'autre allant vers une forme plus libérale de républicanisme. Alors, le préambule à ce type d'intervention, c'est l'idée que au XVIIIe siècle, dans la France des Lumières, on aurait la naissance d'une éducation républicaine. Alors évidemment c'est une idée qui est discutable parce que le lien entre républicanisme et éducation ne date pas du siècle des Lumières et est aussi un aussi long héritage que la philosophie républicaine elle-même en a un et s'inscrit dans ses racines antiques. Et ce qui m'intéresse du coup, c'est de voir la situation particulière dans laquelle on se trouve au moment des Lumières et le lien qui va être fait entre éducation et république, ou plutôt entre l'idée de former un citoyen et de faire république au moment des Lumières. Bien sûr, chaque fois qu'on veut parler de citoyenneté au siècle des Lumières, on a l'impression d'être face à une évidence. Autant il est beaucoup plus difficile, comme je l'avais fait quand j'avais travaillé sur Locke et Spinoza, de travailler sur la citoyenneté au XVIIe siècle, autant pour le XVIIIe siècle, on a toujours l'impression qu'il va de soi que la citoyenneté soit un concept absolument central en construction ou en reconstruction. Et ce qu'il me semble, c'est que ce concept est d'autant plus en reconstruction qu'à ce moment-là, la réflexion républicaine s'appuie sur une nouvelle manière de penser
la formation du citoyen, et notamment de penser l'idée d'un citoyen éclairé. C'est peut-être ça l'idée novatrice qui rassemble, si on peut faire ça. Évidemment, c'est toujours compliqué de dire qu'il y a une philosophie des Lumières et des auteurs qui auraient la même philosophie. Je pense pas ça. Je pense qu'il y a évidemment de très grandes variétés, de Rousseau à Montesquieu, de Diderot à Mably, etc. Mais si on essaie un peu pour l'exercice et la discussion de rassembler les choses, peut-être que la nouveauté du moment des Lumières, c'est le fait de penser une citoyenneté éclairée. Et penser une citoyenneté éclairée, c'est penser un idéal qui mettrait l'accent sur une forme d'émancipation individuelle. Donc ça, c'est la première dimension, l'idée d'une émancipation individuelle. Mais en même temps, tout au long du siècle, se pense aussi une forme d'émancipation collective. Et l'émancipation collective, elle est dans la manière dont le citoyen est pensé comme membre de la République, membre d'un peuple libre, non gouverné par l'arbitraire, mais capable d'obéir aux lois, à ses propres lois. Donc, j'aurais mon point de départ ici, dans le fait que le moment des Lumières serait un moment où deux formes d'émancipation apparaissent. Une émancipation au plan individuel, qui est la mise en exergue du citoyen éclairé, celui qui est en capacité de penser par lui-même, de développer son esprit critique. C'est le citoyen éclairé kantien. Et en même temps, une reprise de la citoyenneté classique et de la réflexion du citoyen dans un cadre collectif, non arbitraire, contre toutes les formes de domination existantes. Alors, ce que je vais essayer de montrer, de réfléchir, c'est l'idée que, à partir de ces deux visions de l'émancipation, se déclinent deux conceptions de la formation du citoyen. Deux conceptions de la formation du citoyen qui ne seraient pas en tant que telles énoncées au siècle des Lumières, mais qui par contre se confronteraient au passage de la théorie à la pratique au moment de la Révolution et au moment notamment des discussions dans le comité d'instruction publique où justement les deux dimensions vont apparaître et non pas à proprement parler s'affronter, mais en tout cas se nuancer très fortement. Donc l'idée de cette intervention, c'est essayer pour moi de mettre à l'épreuve un peu aussi cette idée-là que je chemine, j'ai en tête depuis un moment, et en même temps, parce que je pense que donc elle ouvre sur deux conceptions de la société républicaine qui existent dans le républicanisme français, mais également elle ouvre sur deux visions de l'école républicaine qui vont, je crois, se retrouver synthétisées, on parlait de Ferry, à la fin du siècle, au moment de la mise en œuvre pratique, réelle de l'école républicaine en France, même si dans les textes, et on peut penser à Buisson notamment, l'une des deux dimensions va l'emporter sur l'autre, puisque c'est à Condorcet qu'on fera référence le plus souvent, mais pourtant, dans la réalité, c'est bien une articulation permanente entre l'idée de former une nation civique et l'idée de former un citoyen éclairé qui s'articuleront. Donc voilà un peu le cadre général. Alors pour essayer de comprendre ça, je crois que l'idée de départ, quand on revient au siècle des Lumières, c'est que quand on parle d'éducation républicaine, on fait le lien immédiatement avec la finalité propre de l'école, elle-même indissociable du cadre politique dans lequel elle s'inscrit, en l'occurrence la République. Et que cette finalité, c'est la formation du citoyen. L'école républicaine se fixe depuis la Révolution française pour mission de former un citoyen éclairé. Or, le retour aux Lumières de ce point de vue est indispensable car autant la citoyenneté est un leitmotiv
de la philosophie républicaine depuis l'Antiquité, autant l'idée de citoyen éclairé donc se construit progressivement au siècle des Lumières et illustre une dimension de l'émancipation dont je viens de parler à l'instant. Je crois qu'au moment des Lumières, un fondement essentiel de la réflexion sur l'éducation, sur la formation républicaine du citoyen va apparaître. Un argument très fort qui, je crois, va au départ faire une unité dans la réflexion républicaine sur la formation du citoyen. Le cœur de l'argumentation qui expliquerait qu'il y a une nécessité philosophiquement fondée pour une république à former ses citoyens. Alors, quel est cet argument qui est l'argument de l'unification première, que j'appellerai comme ça, et qui donc modifie le paradigme de la réflexion sur l'éducation à ce moment-là? C'est l'argument selon lequel il y a une nécessité de l'éducation en République par opposition au despotisme. Une nécessité de l'éducation en République par opposition au despotisme qui n'implique pas une nécessité d'éduquer, mais implique au contraire une nécessité de maintenir les sujets en ignorance, dans l'ignorance. En effet, en dépit des différences qu'on peut trouver chez tous les auteurs des Lumières, il semble qu'il y a une finalité recherchée, qui sera ensuite recherchée par l'ensemble des révolutionnaires au moment de la Révolution française, et qui s'inscrivait dans une dette philosophique immédiate aux Lumières. C'est l'idée donc que en République, il y a à construire pédagogiquement la citoyenneté, à instituer le citoyen. Et à instituer le citoyen, on va le voir, par l'école. À la différence du despotisme, comme le soulignait Montesquieu, qui préfère des sujets ignorants, le savoir est dangereux, car émancipateur. Je vais faire référence à une citation bien connue de Montesquieu, mais qui pour moi, chez un des plus modérés des auteurs des Lumières, incarne la force de ce qu'est le rejet ou le refus d'une forme de société politique, celle qui est la société autoritaire, où l'éducation n'a pas de place. Voilà ce que dit Montesquieu dans l'Esprit des lois. L'extrême obéissance suppose de l'ignorance dans celui qui obéit. Elle en suppose même dans celui qui commande. Il n'a point à délibérer, à douter ni à raisonner, il n'a qu'à vouloir. Dans tous les états despotiques, chaque maison est un empire séparé. L'éducation, qui consiste principalement à vivre avec les autres, y est donc très bornée. Elle se réduit à mettre la crainte dans le cœur et à donner à l'esprit la connaissance de quelques principes de religion fort simples. Le savoir y sera dangereux, l'émulation funeste, l'éducation y est donc en quelque façon nulle. Il faut ôter tout afin de donner quelque chose et commencer par faire un mauvais sujet pour faire un bon esclave. Et pourquoi l'éducation s'attacherait-elle à y former un bon citoyen qui prit part au malheur public? S'il aimait l'État, il serait tenté de relâcher les ressorts du gouvernement. S'il ne réussissait pas, il se perdrait. S'il réussissait, il courait le risque de se perdre, lui, le prince et l'empire. Alors, pour moi, dans ce moment, dans cette citation de Montesquieu, on a le résumé d'une idée centrale, donc, que j'ai commencé à évoquer à l'instant, c'est-à-dire l'idée que le pouvoir autoritaire, quelles que soient les formes qu'il prend, là en l'occurrence celle du despotisme, de la monarchie absolue, le pouvoir autoritaire est un pouvoir qui nécessite le contraire de l'éducation, c'est-à-dire l'ignorance. Et Montesquieu, qu'on ne peut pas accuser d'être un républicain radical, s'oppose fortement au fait que dans ce cadre-là, l'éducation est impossible.
le despotisme fait des esclaves, fait des sujets ignorants. Il ne fait pas un citoyen éclairé. Et par opposition frontale à l'extrême obéissance et à l'extrême ignorance d'un pouvoir despotique, la conséquence évidente, c'est que la République se doit d'être éducatrice. Que l'éducation en République est un devoir, qu'elle n'est pas simplement ce que la société politique pourrait se donner comme, avoir le choix de faire. Elle est un devoir, un impératif qui s'impose justement pour ne pas reproduire ce contre quoi l'esprit républicain s'oppose, c'est-à-dire le despotisme. Alors, si toute pédagogie est une conception de la cité, et si toute politique est nécessairement pédagogie, comme le dit Dominique Julliat, on peut comprendre donc que quand on oppose une société républicaine à une société de type despotique ou autoritaire, on oppose aussi deux conceptions de l'éducation, et même une conception où l'éducation existe et une conception où l'ignorance, ou en tout cas l'éducation, n'existe pas. Donc ça pour moi c'est un véritable point de départ qui, je crois, fait l'unité chez un grand nombre, en tout cas de philosophes des Lumières. La pédagogie détermine le politique, et là en l'occurrence une pédagogie républicaine est indispensable à une société républicaine, et si l'éducation n'est pas en République, alors la République n'existe plus, parce qu'il n'est pas d'autre moyen d'emblée de construire un citoyen éclairé, de former un citoyen éclairé, que de le faire par une formation adéquate qui passe par ce qu'on peut appeler l'éducation. Et ça prend cette idée-là une importance d'autant plus vive au moment évidemment de la Révolution, où la République se met en place progressivement, évidemment pas immédiatement, mais où en tout cas l'esprit républicain règne d'emblée, et où il va s'agir très rapidement, une fois la République existante, et même un peu avant, d'apprendre au peuple, puisque c'est comme ça que les choses sont posées, de régénérer le peuple, et régénérer le peuple, c'est lui apprendre ses nouveaux droits, la liberté, l'égalité, la fraternité, et en quelque sorte participer par l'éducation, par la formation du citoyen, à cette émancipation à la fois individuelle et collective. Évidemment, dans la manière dont cet argument est posé, il n'y a pas a priori de séparation entre les deux formes d'émancipation que j'ai pu poser au départ. Puisque si la République est éducatrice, c'est à la fois parce qu'elle rend possible la formation d'un peuple de citoyens qui n'est pas sous le joug de l'arbitraire, et un peuple uni autour de valeurs communes, et en même temps parce qu'elle rend possible la capacité pour chacun au sein du peuple de penser par lui-même et de développer son esprit critique. Alors, une fois qu'on a dit ça, avant d'en arriver à ma deuxième partie où je vais voir la mise en œuvre et la mise en pratique de cet argument, et la manière dont, évidemment, au contact du réel, il éclate, c'est-à-dire il se trouve mis en question à travers ces deux dimensions qui vont apparaître. On se trouve là dans un moment, au moment où la Révolution française se met en place, dans un moment où la question qui va se poser très rapidement pour les républicains va être la question de savoir comment faire un peuple de républicains, quand le peuple a été un peuple de sujets. Alors il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ça, il y a des collectifs entiers, Josiane Bouladayoub et bien d'autres, mais ce qui m'intéresse justement, c'est toute l'ambiguïté qui est propre à ce moment-là, au moment où on va changer le système d'inculcation des valeurs, pour prendre le mot
je sais plus comment c'est son prénom, Tesser, qui est un historien, qui explique que justement la situation du début de révolution, des premières années de révolution, et notamment à partir du moment où la République est proclamée, la situation c'est celle qui consiste à savoir comment on passe d'une société habituée à vivre sous une forme d'asservissement à une société où chacun est en capacité de s'approprier un certain nombre de droits nouveaux. Alors, Tesser appelle ça la républicanisation des esprits. Alors, beaucoup ont travaillé sur cette idée de républicanisation des esprits. Je vais citer un extrait d'un article qu'il a écrit, quelques considérations sur la notion d'éducation commune pendant la Révolution, dans le collectif justement de Boulad Ayoub qui s'intitule « Former un nouveau peuple ». Et il explique: pour faire intérioriser de nouvelles valeurs de référence, il faut bien commencer un jour à changer, un tant soit peu, l'appareil d'inculcation des valeurs. L'ancien ne faisant nécessairement que transmettre en grande partie celle du vieux monde. Donc, pour assurer la continuité de la République, il faut d'abord faire qu'elle soit naturelle aux esprits et au cœur. Or, pour qu'elle soit telle, il faut inculquer le système de référence qui la fonde et surtout, la fait perdurer. Dans ces conditions, il n'y a pas d'autre solution que de révolutionner et républicaniser le système éducatif. Alors, tout ce qui se passe au sein du comité d'instruction publique, à mon avis, répond à cette problématique-là. Comment républicaniser le système éducatif ? Comment faire en sorte, à travers cet outil qu'est l'école, que doit être le système d'éducation primaire ou l'école primaire républicaine, comment faire en sorte pour républicaniser les esprits, c'est-à-dire contribuer par l'école à la modification du système global d'inculcation des valeurs. Alors c'est là que, pour moi, on passe de la théorie à la pratique, bien sûr, et que dans ce passage de la théorie à la pratique, la mise en œuvre concrète de l'argument central « la République se doit d'être éducatrice » va évidemment se confronter à la divergence pas simplement des théories, même si tous les acteurs sont des théoriciens, mais aussi des pratiques possibles dans un cadre qui est celui d'une République à la fois en révolution mais aussi en guerre. Alors, bien sûr, il n'y a pas que l'école qui contribue à inculquer le nouveau système de valeurs. Beaucoup d'autres éléments peuvent y contribuer, des éléments de fête nationale, des éléments de symboles, des éléments qui vont faire référence beaucoup plus directement, a priori, on va voir que les choses sont plus compliquées, à la sensibilité, à la mémoire commune, au symbole, etc., etc. Mais et puis il y a évidemment aussi la mise en œuvre d'un culte pour les grands auteurs des Lumières, notamment Rousseau. Beaucoup de pages ont été écrites sur le culte à Rousseau, le transfert de ses restes, etc., etc. Bon, mais ce qui m'intéresse, c'est donc comment les républicains révolutionnaires vont mettre en pratique ce qui les unit et comment, évidemment, ils vont s'opposer au moment de mettre en pratique ce qui les unit, à savoir l'éducation républicaine. L'enjeu est donc de voir comment élever l'homme nouveau, l'homme dans le nouveau système, le faire entrer en République et le former, le façonner, puisque c'est les termes qu'on retrouve souvent, à ce nouveau statut ou ce nouveau métier de citoyen. Alors, c'est là qu'on retrouve quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'opposition entre éducation et instruction, qui va être au cœur d'une opposition politique et théorique au sein du comité d'instruction publique.
on va trouver là, pour moi, deux méthodes différentes en vue de la formation commune des citoyens. Deux méthodes différentes pour penser l'école républicaine. Et autant beaucoup d'historiens ont étudié la question de savoir ce qui se passait, même si c'est très compliqué chez les historiens de la Révolution, autant les philosophes ne vont pas trop souvent voir ce qui se passe, parce que justement on s'en tient à Condorcet. Et que Condorcet, c'est bien pour nous, parce que justement, c'est l'appel à la raison critique, c'est l'idée du citoyen éclairé, c'est l'idée, ce que je disais tout à l'heure, que la République, elle est d'abord là pour faire en sorte que chacun d'entre nous, individuellement, par l'école, par l'instruction qu'on y reçoit, on soit en capacité d'être un citoyen capable de penser par lui-même, de juger y compris le gouvernement, et les lois et même les textes les plus fondamentaux de la République. C'est, pour le résumer un peu vite, l'idée fondamentale de Condorcet. Le refus de tous les catéchismes, y compris le catéchisme républicain. Le refus de tout ce qui pourrait mettre en question la capacité critique qui est censée être ce qui réunit l'humanité d'une certaine manière, la capacité à raisonner, la capacité à penser par soi-même. Et c'est la raison pour laquelle Condorcet va défendre l'idée que la formation du citoyen doit passer par l'instruction publique. L'instruction publique, c'est l'idée de transmettre le savoir, ou des savoir-faire, de les transmettre en s'adressant prioritairement et même uniquement à la raison. S'adresser uniquement à la raison afin justement que par la transmission du savoir, par l'appropriation du savoir, le futur citoyen soit en capacité de comprendre, d'analyser, de douter, de s'interroger, de critiquer. Et tout peut être objet de critique, y compris la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et Condorcet y insiste très souvent, si l'on ne permet pas à l'individu de penser par lui-même, si on ne lui permet pas d'exercer son pouvoir critique à tous les niveaux, y compris au niveau des textes sacrés pour les révolutionnaires, alors on met en question, y compris jusqu'au fondement propre de la vision qu'il propose de la République. C'est-à-dire une République où ce qui est central, c'est d'abord la faculté critique du citoyen. Et même, pour le dire autrement, la faculté critique de l'homme. Parce qu'au fond, ce qui intéresse Condorcet, c'est de façonner un homme plus qu'un citoyen. On le voit dans son rapport, souvent, il commence d'ailleurs d'emblée par l'individu. C'est l'individu dont il est question. C'est pas d'emblée du citoyen dont il est question, c'est de l'individu. Il s'agit donc de faire en sorte que l'individu se débarrasse de toutes les tutelles pour justement être en capacité de vivre en République, mais d'y vivre libre individuellement. Et de développer ses talents, de s'épanouir dans ses talents, comme le dit Condorcet. Alors, dans la manière dont du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails des diverses formes d'éducation, enfin pas d'éducation, mais d'organisation de l'école qui en découle, mais tout l'enjeu est de trouver le moyen pour que l'école républicaine favorise cette émancipation individuelle. Face à ça, une autre conception apparaît, pas de suite, mais elle apparaît progressivement en fonction des critiques qui sont faites au rapport de Condorcet. C'est une conception qui met l'accent sur la notion d'éducation. Elle met l'accent sur la notion d'éducation au détriment donc du concept d'instruction, à travers l'idée, je crois que ce qui compte avant la formation de l'individu, avant la formation critique de l'individu, c'est la formation du citoyen.
Et donc, dans cette ambiguïté de la citoyenneté éclairée, les tenants de l'éducation, Le Pelletier de Saint-Fargeau, puis Robespierre, qui s'appropriera le texte, expliquent que ce qui compte, c'est d'abord de former le citoyen. Ensuite, faire en sorte que ce citoyen soit éclairé, mais d'abord de former le citoyen. Et donc, trouver les moyens, par l'école, et par les différentes possibilités qui sont offertes, c'est-à-dire pas simplement la transmission rationnelle, qui est l'instruction, mais par tous les moyens que peuvent utiliser les éducateurs, c'est-à-dire la sensibilité, les arts, la morale, tous les moyens possibles et imaginables pour permettre de façonner un citoyen qui soit en capacité de s'approprier les valeurs communes. Alors c'est là que les choses m'intéressent le plus, parce que je crois qu'on se trouve dans un moment où, ici, non seulement deux conceptions de la formation du citoyen vont s'affronter, elles vont s'affronter et ça va échouer évidemment, puisque l'école républicaine ne va pas à proprement parler se mettre en place. Il faudra 2 révolutions, il faudra attendre la Troisième République pour qu'elle se mette en place. Mais en même temps, le rapport de force politique de l'époque donne la priorité, j'ai plus que 5 minutes, d'accord, je vais aller vite, donne la priorité évidemment à l'éducation, à la dimension éducative, qui a gardé une force encore jusqu'à aujourd'hui, évidemment, même s'il y a eu, on a 2 siècles de débats sur instruction et éducation. Mais ce qui est sûr, c'est que la dimension éducative l'emporte dans les débats, dans le rapport de force politicien du moment. Elle l'emporte pourquoi ? Même si après, les choses vont évoluer différemment et finalement le texte final ne sera ni dans le sens de l'éducation ni dans le sens de l'instruction. Mais pourquoi le rapport de force va dans le sens de l'éducation ? Pour 2 raisons, je crois, au moment où on se trouve. D'abord, parce que la République est assiégée, et que le fait que la République soit assiégée par tous les monarchistes qui souhaitent son effondrement conduit à ce que une vision axée sur le collectif soit renforcée par rapport à une vision axée sur l'individu. Mais on retrouvera ça à chaque moment où les républicains essaieront de mettre en œuvre l'école républicaine, y compris avec Ferry et Buisson, qui pourtant ne cesse de faire référence à Condorcet. À chaque fois, la priorité, certes, c'est de faire un citoyen éclairé, mais pour faire un citoyen éclairé, de consolider la République. Parce que si la République n'est pas, la capacité critique sera encore moins. On l'a vu avec ce que disait Montesquieu tout à l'heure. Donc, dans une réflexion sur les priorités, on se trouve dans une situation où les révolutionnaires vont avoir tendance, dans le comité d'instruction publique, à majoritairement appuyer l'idée d'une éducation, parce qu'il faut d'abord façonner un peuple pour faire des citoyens éclairés. Il faut d'abord avoir un peuple de citoyens pour avoir un peuple de citoyens éclairés. Évidemment, Condorcet pense le contraire. Il faut d'abord avoir des hommes éclairés pour avoir des citoyens. Il faut avoir des hommes en capacité de penser par eux-mêmes pour qu'ils puissent s'approprier la République. Pour moi, c'est le nœud dans lequel l'école républicaine ne cesse d'être depuis 2 siècles, et c'est un nœud de difficulté, mais qui en même temps dépasse la simple question de l'école, puisque c'est une question de société républicaine qui est posée derrière, je crois, c'est-à-dire la manière dont, à travers la formation du citoyen, on conçoit la société républicaine. Et j'irai un peu plus loin pour conclure de ce point de vue-là. On est donc dans un moment où 2 choses s'opposent: vaincre l'ignorance ou unifier le peuple. Aller dans le sens des Lumières ou aller dans le sens plus classique, certes, mais plus efficace, comme le dira Robespierre, de la nation civique ou de la vertu collective. Qu'est-ce qui doit avoir la priorité ? Sur le moment, c'est sans doute la priorité, l'urgence de défendre la République qui l'emportera. Mais au final, c'est pas simplement
sur le moment révolutionnaire que cette question se pose. Je crois qu'elle ouvre un champ problématique beaucoup plus vaste, parce que quand on gratte un peu, quand on creuse un peu, on se retrouve dans une analyse des textes de Condorcet ou du texte de Le Pelletier de Saint-Fargeau qui nous conduit à penser qu'il y a quand même plus qu'une opposition entre l'éducation et l'instruction, mais véritablement une opposition entre deux conceptions de l'école qui sont deux conceptions de la société. Et j'en dirais juste un mot. Condorcet développe une vision très individualiste, mais assumée, de la société républicaine. Ce qui compte avant tout, c'est la logique individualiste, la logique des droits, la logique nouvelle, des modernes. Et Condorcet, évidemment, de ce point de vue-là, s'inscrit dans une valorisation historiographique qu'on peut voir qui durera tout au long du XIXe siècle et encore plus au XXe siècle. Le Pelletier de Saint-Fargeau et Robespierre, au contraire, sont dans une vision beaucoup plus collective de la société républicaine, mais en même temps pose une question qu'évite Condorcet. Alors même certains collègues et amis, je pense notamment à Yannick Bosc, montrent à quel point Condorcet finalement est vraiment un philosophe qui s'appuie sur une pensée républicaine, mais qui commence à construire une forme contemporaine une forme de libéralisme, du fait de cet individualisme, du fait d'une conception de l'école républicaine qui finalement ne va pas mettre en question trop fortement une sorte de sélection des élites, qui ne va pas mettre en cause trop fortement le fait qu'il y a quand même une capacité financière, voire une destination sociale qui distingue les individus, et certains s'en tiendront aux éléments primaires et d'autres pourront aller vers des éléments secondaires et supérieurs dans l'instruction. Robespierre, au contraire, s'approprie totalement le plan d'éducation nationale, parce que c'est le titre de Le Pelletier de Saint-Fargeau, et le 13 juillet 1793 le lit devant ses collègues parlementaires en expliquant et en reprenant l'enjeu, j'ai fini, l'enjeu central sur lequel insiste le Pelletier dans la bouche donc de Robespierre, puisque le Pelletier était mort à ce moment-là, et l'enjeu c'est de poser la question sociale que ne pose pas Condorcet. La question sociale qui est sous-jacente derrière la réflexion sur l'école, c'est celle de savoir comment on s'assure absolument d'une école pour tous les citoyens, pour tous les enfants de la République. Alors je cite rapidement ce moment, une partie de ce plan. Osons faire une loi qui aplanisse tous les obstacles, qui rende faciles les plans les plus parfaits d'éducation, qui appelle et réalise toutes les belles institutions. Une loi qui sera faite avant 10 ans si nous nous privons de l'honneur de l'avoir portée. Une loi tout en faveur du pauvre, puisqu'elle reporte sur lui le superflu de l'opulence, que le riche lui-même doit approuver s'il réfléchit, qu'il doit aimer s'il est sensible. Cette loi consiste à fonder une éducation vraiment nationale, vraiment républicaine, évidemment c'est en opposition directe avec Condorcet, également et efficacement commune à tous, la seule capable de régénérer l'espèce humaine, soit pour les dons physiques, soit pour le caractère moral. En un mot, cette loi est l'établissement de l'institution publique. Je demande que vous décrétiez que depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 12 pour les garçons et jusqu'à 11 pour les filles, tous les enfants sans distinction et sans exception seront élevés en commun aux dépens de la République et que tous, sous la sainte loi de l'égalité, recevront même vêtements, même nourriture, même instruction, même soins. Par le mode suivant lequel je vous proposerai de répartir la charge de ces établissements, presque tout portera sur le riche, la taxe sera presque insensible pour le pauvre, ainsi vous atteindrez les avantages de l'impôt progressif que vous désirez d'établir, ainsi sans convulsion et sans injustice,
vous effacerez les énormes disparités de fortune dont l'existence est une calamité publique. Donc là, je crois qu'on a une opposition claire qui, évidemment, engage deux manières, deux cheminements autour de l'école républicaine. Et pour conclure, je dirais simplement que par l'accent sur l'individu et sur la liberté individuelle et la capacité critique, Condorcet réfléchit à une école qui forme l'homme éclairé et la femme éclairée, et au contraire, l'enjeu pour les robespierristes est de former une nation civique et un peuple de citoyens. Et que ces deux enjeux-là, évidemment, se retrouveront ensuite, ou en tout cas tenteront de s'articuler sous l'école ferriste à travers les lois des années 1880, qui sont des lois où on retrouve la volonté première, dès le discours de 1870 de Ferry à la salle Molière, on retrouve volonté première de faire une nation civique, de mettre en cause l'inégalité dans l'éducation, de terminer la révolution, c'est très clairement dit, et où en même temps ça s'articule avec la volonté de faire en sorte pour chacun de développer ses capacités critiques. Et je crois, pour finir, c'est l'hypothèse que dans l'ouvrage que je suis en train de réfléchir sur ça et d'écrire, je crois que le concept de laïcité jouera à ce moment-là, la laïcisation scolaire, un rôle majeur dans cette articulation.